je voudrais vous lire une lettre de Béhanzin adressée aux Français. Cette lettre a été écrite au moment du début de la Deuxième Guerre, c'est-à-dire le 10 avril 1892. Je viens d'être informé que le gouvernement français a déclaré la guerre au Dahomey. Je vous avise que si un de nos villages est touché par le feu de vos canons, tels que Cotonou, Godomé, Galavi, Awekete, Ouida et Agoni, je marcherai directement pour briser Porto Novo et tous les villages appartenant à Porto Novo. La première fois, je ne savais pas faire la guerre, mais maintenant je sais. J'ai tant d'hommes qu'on dirait des vers qui sortent des trous. Je suis le roi des Noirs et les Blancs n'ont rien à voir à ce que je fais. Veuillez rester tranquille, faire votre commerce à Porto Novo, comme cela nous resterons toujours en paix comme auparavant. Si vous voulez la guerre, je suis prêt. Je ne la finirai pas quand même elle durera 100 ans et me tuera 20 000 hommes. Cette lettre est très importante parce que on est toujours là dans la diplomatie. Si vous nous déclarez la guerre, on va répondre. Et il y a aussi un point très important, c'est la phrase « Je suis le roi des Noirs et les Blancs n'ont rien à voir à ce que je fais ». C'est une vraie réponse à ces Blancs qui arrivent en Afrique et qui disent « Ah, l'esclavage, non, ça t'oublie. Les sacrifices humains, ça aussi t'oublie. » C'est une véritable réponse où il y a une véritable volonté de préserver sa culture et son africanité. Et là, on part sous vraiment des menaces. Il a essayé de faire peur. Parce qu'il a dit 20 000 hommes, c'est pas innocent. Quand on sait qu'ils sont à peine 1500, les armées françaises. Détail qu'il a oublié, peut-être qu'il parle du feu des canons, mais il oublie un truc. Malheureusement, le Dahomey n'avait pas fait encore sa révolution industrielle, alors que la France l'avait déjà faite depuis bien 60 ans. Le top 10 des choses à laquelle je dois faire gaffe maintenant avec mon fils. J'ai un enfant d'1 an et demi. Et là, c'est l'âge de tous les dangers. Ça marche, ça touche tout, ça découvre le monde par sa bouche. Mais il y a vraiment 10 points où je dois faire extrêmement attention. Le premier point, c'est mes chaussures. En effet, l'enfant joue avec les chaussures. Alors, il peut les défenestrer. Il peut mettre des trucs dedans. Une fois, je me suis fait avec un morceau de plastique qui m'est rentré dans le pied, qui m'a bien fait mal. Donc voilà. Numéro 2, les points d'eau. Dès qu'il y a de la flotte, il peut se mettre dedans et se noyer, ou prendre l'eau et s'amuser avec. Et en foot, littéralement, partout. Point numéro 3. Une chose que je dois faire très attention, c'est sa couche. Monsieur peut l'enlever et jouer avec les fluides à l'intérieur, ou l'enlever et faire sortir les fluides de l'intérieur de son corps pour jouer avec. Point numéro 4, la nourriture. Si je mange un truc un peu épicé, il faut que je fasse gaffe. Il peut manger, se gratter l'œil et après c'est caramba encore raté. Il peut en mettre partout, il peut gâter, il peut renverser. Point numéro 5, tout ce qui casse. Bon voilà, c'est logique. Il contrôle pas bien, il prend, il jette. Point numéro 6, tout ce qui est produit un petit peu dangereux, phytosanitaire. Parce que bon, il peut avaler et ça peut poser problème. Point numéro 8, les prises. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur le réseau électrique, même en Afrique, qui évitent que l'enfant prenne une châtaigne. Mais il y a un autre problème qui, lui, persiste, c'est que si l'enfant débranche un appareil en marche, cela peut provoquer des bourjus qui vont gâter le machin. Ouais, c'est la joie, hein. J'avais un poil. Truc neuf que je dois faire très attention, c'est son comportement avec les autres enfants. En effet, jusqu'à à peu près 7-8 ans, les enfants n'évoluent pas au même rythme. Et donc, à 1 an et demi, on va avoir des enfants qui sont beaucoup plus gaillards, beaucoup plus forts qu'un gamin de 2 ans par exemple, et ça peut amener à des bagarres ou des blessures. Hein, l'enfant d'1 an et demi un peu gaillard pousse un petit chétif maladif de 2 ans, l'autre il est en carton, il se casse en deux. Tu fais comment? Enfin, point numéro 10, mais qui n'est pas des moindres, je dois faire attention à tout ce qui est vide, escalier, balcon et tout ça. C'est ce qui fait que c'est une période très difficile. J'ai déjà écouté la vidéo des terribles tout, parce que c'est lié. C'est lié quoi, c'est chiant, vitesse,
vitesse. Le problème c'est qu'il faut qu'il teste, il faut qu'il arrive à fixer les limites sans qu'il se verse trop. Parce qu'il se fasse un petit peu mal, bon bah. Bismillah, ça va passer, hein, ça lui fera un peu mal, ça lui apprend la vie, mais voilà. Alors, aujourd'hui, dialectique de l'enseignement. Une des grandes difficultés dans l'enseignement, c'est de choper l'attention des élèves. Pourquoi c'est difficile? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est est-ce que ce que tu proposes est adapté à ton public? C'est un des grands drames de l'éducation actuellement, c'est que ce qui est proposé n'est pas forcément en adéquation avec les intérêts et les aspirations. Deuxièmement, il est vrai qu'il y a eu une modification des centres de l'attention de par les nouvelles pratiques culturelles, style le tiktokage compulsif, hein, et l'instantanéité due aux révolutions de l'informatique. On a tout de suite avec Internet. Hein. Autant dire que voilà, ça pose énormément de problèmes. Et le troisième élément, qui est un manque de didactique. C'est vrai qu'on ne forme pas le professeur à être un divertisseur, un entertainer, comme on pourrait dire, sans prendre anglicisme, et que cet entertainer vienne, car il n'y a pas à dire, à totalement occuper l'élève, à lui retourner le cerveau. Ça, c'est pas permis à tous et c'est pas aidé par les formations. Alors comment faire? Alors, une des étapes importantes, c'est déjà la préparation de ton cours. Si ton cours est bien préparé, si tu es à l'aise dans tes propos, tu rendras ton propos intéressant. Parce que ton propos est logique, est pertinent, est efficace. Ensuite, il y a comment tu présentes la mécanique, comment tu présentes le truc. Alors PowerPoint, tableau, ça ne change rien. Parce qu'un PowerPoint mal fait peut être très néfaste. Un tableau bien utilisé peut être très efficace. Le tout est de choper l'attention des élèves. Que la seule chose qu'ils regardent dans la pièce, c'est toi. Que la seule chose qu'ils voient dans la pièce, c'est toi. Qu'ils soient pendus à ta bouche. C'est très important. Et bon, là, ça passe pas que par le cours. Hein. Il y a des petits tips, des petites douillettes. De temps en temps, une petite digression, une petite punchline bien consentie, une petite sortie sur le monde extérieur. Il ne faut pas avoir peur de faire des références à la pop culture. Il ne faut pas avoir peur des fois de balancer des petits trucs sur ta vie à toi, hein, sur toi, l'homme ou la femme derrière le cours. Ça, tu vas les attraper. Hein. Ah, autant te dire que là, tu peux leur expliquer les croisades, ils dormiront. Tu leur racontes, moi je leur raconte mon premier voyage en humanitaire et je les captive plus que si je racontais la première croisade. Donc voilà. Voilà, c'est des petits conseils comme ça. Et il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas avoir peur de... Pourquoi pas de pousser un petit coup de gueule même de temps en temps. Pourquoi pas avoir peur de les bousculer dans leurs croyances, dans leurs certitudes. Il faut que c'est ça. Un apprentissage vivant est un apprentissage qui gifle. Vous n'avez pas le droit de taper physiquement les élèves, mais honnêtement, si vous pouvez les gifler intellectuellement, c'est bien. Ah, ça va les réveiller, hein, ça va les mettre dans des bonnes dispositions, hein, moi je te le dis. Hein. Ça va même les mettre dans de très bonnes dispositions. Hein. Pas peur de te le dire. La bonne giflounette la bonne gifle intellectuelle qui remet, qui secoue toutes tes croyances. Voilà, la bonne grosse claquasse dans la gueule qui remet à plat tes croyances et tes certitudes, qui te fait réfléchir, qui te fait allumer une lumière dans ta tête. Si vous arrivez à faire ça, vous serez le meilleur prof du monde. Alors, ce soir, une vidéo un peu particulière. C'est difficile d'être un homme. Alors, je peux concevoir de la difficulté de la vie d'une femme. Hein. Une femme, c'est pas facile. Hein. Les règles, les gros lourds, la gestion du corps, le déclin physique
où une femme à 20 ans est dans son prime et à 40 ans, la société, par les codes de la pop culture, elle est déclinante, je me conçois totalement. Mais il est difficile pour moi de parler à la place d'une femme parce que je suis un homme. Donc je vais plutôt parler de ce que je connais et de la difficulté. Et cette difficulté a été remarquée notamment il y a une femme dont j'ai pas le nom malheureusement, qui a fait l'expérience de se grimer en homme et qui a vu la violence du truc, comment les femmes peuvent nous recaler, tout ça. Donc ouais, difficulté d'être un homme. Déjà la première des difficultés, et la difficulté dans ce qu'aujourd'hui les sociétés attendent de l'homme. Qu'est-ce qu'on attend d'un homme aujourd'hui? Ouais, là on attend énormément de choses sur lui. Il y a énormément de préjugés, de clichés, parce que certes il y a eu des hommes, et il y en a encore qui se comportent comme des immondes enculés. Et malheureusement, nos sociétés généralisent. Draguer est devenu quelque chose de difficile. Même pour un mec qui va être clinos, qui va vouloir respecter les règles. Tu comprends? Ça va être difficile. Tu dragues 10 femmes, tu te fais rejeter par 9. Et des fois, tu te fais rejeter d'une manière violente, quoi. Hein. Toi, tu y vas gentiment et là, non, c'est pas gentil. La difficulté aussi dans le monde du travail. C'est difficile. L'homme dans le monde du travail, la femme, c'est difficile aussi. Bon. D'un côté, on me dit, ouais, les hommes sont payés plus, mais nous, les hommes, on attend d'un homme, par exemple, qu'il assume ses responsabilités comme les chefs de famille. Donc, et là, il n'y a personne pour plaindre l'homme quand il doit travailler 40-45 heures pour des salaires de misère et pas forcément des tâches les plus amélioratives. Là, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de bouquet de fleurs. C'est la difficulté aussi. L'homme, si c'est un homme bon et appliqué, a aussi le principe de la double journée. Qui dit qu'il travaille et qu'il le soit, s'il est un homme bon et appliqué, se préoccupera des devoirs de ses enfants, se préoccupera de la santé de sa femme. Voilà. Difficulté d'être un homme aussi d'un point de vue de la sexualité. On attend de l'homme, par les codes de la société, une belle érection, une bite bien dure et juteuse. Là aussi, l'homme peut avoir ses moments de faiblesse. La société a tellement cloisonné les hommes dans des types. On aurait l'homme soja, un peu fragile, un peu sensible, plutôt de gauche. On aurait le gros mâle alpha. Et c'est le problème de nos sociétés. Soit on serait un homme sensible, soit un homme fort. Il n'y a aucune possibilité, aucune nuance dans le discours de dire que ouais, on peut être un homme fort et des fois pleurer. Se battre comme un lion et des fois être un petit chaton. Donc ouais, non, c'est vraiment difficile d'être un homme. De par les attentes qu'on a de nous et le fait que l'homme n'aura pas d'excuses. Hein? Parce qu'on te rappellera que la société est patriarcale, parce que on te rappellera que tu es l'homme, tu es le chef de famille. Voilà. Et il ne faut pas oublier certaines statistiques. Dans la majorité des pays, pendant très longtemps, c'est l'homme qui allait à la guerre, pas la femme. Que l'homme, les 75% des suicidés sont des hommes. 5% des femmes. Voilà. Si il peut y avoir une conclusion à ça, 75% des suicidés sont des hommes. Si ça, c'est pas la preuve quand même que être un homme, c'est difficile et qu'on est la première victime de ce mal-être jusqu'à le mal-être ultime. C'est-à-dire, je me sens tellement mal que je m'enlève la vie. C'est comme indicateur quand même que pas facile.